Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est Délivrez-vous qui rentre chez vous. Délivrez-vous pour célébrer l'intelligence. Délivrez-vous pour saluer l'intellection. Nous allons ouvrir en grande pompe cette émission avec la rubrique Temps Poème. Vous avez remarqué que depuis quelque temps, je n'arrête pas de vous lire du Castrat. Georges Castrat, excellentissime poète des lettres haïtiennes qui malheureusement ne va pas très bien par ces temps qui courent. Je m'en vais vous lire dans l'encre est ma demeure un poème qui a pour titre Lettres de loin. Attention, camarade, la poussière te marche sur les pieds. Dans tes actes et ta pensée, ne dors pas du sommeil des énigmes. Prends les livres en otage pour ne pas te voiler d'incohérence, te mentir à voix basse. Et quand même, quand la mort se glisse furtive dans la tête d'une mouche pour mieux tracer l'épure du temps, agis, agis, muscle ta passion, brûle les feux, le pain est ton abri. Attention, camarade, l'habitude prend nos mains sur mesure, n'est pas le sens de l'habitable. Camarade, ta journée lumière n'a pas de fin. Écoutez-moi ce vers. Camarade, ta journée lumière n'a pas de fin. Et le vers qu'il faut garder en esprit. Prends les livres en otage pour ne pas te voiler d'incohérence, te mentir à voix basse. Mesdames et messieurs, Georges Castrat, L'encre est ma demeure, un poète à lire. C'était la rubrique Temps Poème. Place maintenant à la biographie cas exceptionnelle depuis au moins 1 an et demi. J'ai 2 invités sur mon plateau. Place à la présentation de leurs 2 biographies. Maurice Jacques est né au Verrette où il a fait ses études primaires chez les frères de l'instruction chrétienne. Il entreprend ses études secondaires au lycée Anténor Firmin. Il a fait ses études universitaires à la faculté de droit et des sciences administratives pour l'obtention d'une licence en droit. Il a enseigné à Port-au-Prince dans divers collèges et à Saint-Marc au lycée Sténio-Vincent. En 1969, il part pour le Canada, précisément le Québec, où il entreprend des études à l'Université Laval. Il obtient un doctorat en psychopédagogie. Il enseigne pendant plusieurs années à l'Université Laval. Par la suite, il étudie aux États-Unis, en Californie et au Texas, et il devient psychothérapeute en approche psychocorporelle. En 1999, il retourne en Haïti, s'y installe et travaille depuis ce temps comme spécialiste en psychologie éducationnelle. Il entreprend de nombreuses activités en Haïti. Depuis son retour au pays, il enseigne à l'Université Quisqueya. Depuis le tremblement de terre de janvier 2010, il a mis sur pied une institution, le Centre de formation et de santé corporelle et psychologique, où il prend en charge plusieurs personnes, enfants et adultes présentant une pathologie. Le séisme de janvier 2010 a ouvert de nouveaux horizons à la créativité de Maurice. Dans le Centre de formation de santé corporelle et psychologique, il a formé plusieurs promotions de psychothérapeutes denrées rares en Haïti. Avec l'aide de ces nouveaux professionnels, il a travaillé avec des milliers de personnes traumatisées par cet événement malheureux de 2010. Il a aussi mis en place une école spéciale pour les jeunes ayant des difficultés d'apprentissage ou présentant des troubles de développement ou de personnalité. La clientèle est constituée d'enfants autistes, de jeunes manifestant des retards de développement ou une certaine pathologie. On y trouve également des adolescents psychotiques, des cas de boulimie, de trisomie 21, de bipolarité, de foyers épileptogènes, etc. Maurice Jacques a pratiqué le théâtre en Haïti depuis son adolescence. Il a étudié les arts dramatiques avec Gabriel Hubert à l'Institut français d'Haïti.
La pratique de la scène l'a conduit à écrire plusieurs pièces de théâtre, comme Molière. Il écrivait et il jouait. Son livre le plus connu en théâtre est sans doute Le Fils du bâtard, joué dans plusieurs villes du pays. Le thème de ce drame était la domesticité et l'abus sexuel dont sont victimes les filles domestiques. Il a écrit et publié au Canada plusieurs ouvrages dont le premier, Le Miroir, Les Voix closes, poésie, L'Ange du diable, conte. D'autres livres prennent naissance sous la plume comme Humour blanc ou Pourquoi le blanc rit-il du noir? Recherche sur le racisme. Les lettres de ma pubescence, Tessons de sanglots et de verbes, poésie, Accords ouverts, essais autobiographiques, La maîtresse et le pouvoir du vagin. Son dernier né, Pour une éducation sans bâton, coécrit avec Nelson Augustin, a pris naissance dans son esprit d'adolescence parce qu'il a été un enfant battu et même maltraité. Augustin Nelson est docteur en sciences de l'éducation et il est aussi licencié en psychologie et en sciences religieuses. Professionnel expérimenté en éducation, il est professeur aux universités Quisqueya, UNDH, CREFI et anime des séminaires au besoin. Il a été directeur de l'école Saint-Jean l'Évangéliste de 2004 à 2010 et du collège canado-haïtien à 2 reprises, 2010, 2012, 2015 à nos jours. Il a occupé jusqu'en septembre 2015 la fonction de secrétaire général de l'Institut des Frères du Sacré-Cœur et de procureur près du Saint-Siège. Il a publié le livre Sens de l'école et rapport au savoir en Haïti en 2015 et de nombreux articles sur l'éducation parus en France et en Haïti. Augustin Nelson a vu le jour au Grand Quartier Marbial, au nord de la commune de Jacmel, dans le département du sud-est d'Haïti. Comme la quasi-totalité des enfants de cette localité, au terme du cours primaire, il a dû émigrer dans la capitale pour poursuivre ses études secondaires à Port-au-Prince. Après avoir obtenu son diplôme de baccalauréat au Juvénat Collège Sacré-Cœur, il a ensuite eu un parcours international empreint de diversité et d'ouverture. Son attention a été retenue par des questions existentielles et métaphysiques, des questions liées à l'inégalité, à l'indifférence et au vivre ensemble et à la citoyenneté. Son parcours universitaire a été marqué par cette volonté de comprendre et d'examiner le processus de l'inégalité sociale et pour ce faire, il a embrassé les sciences de l'éducation comme champ disciplinaire de prédilection. Le clivage observé en Haïti, le décalage structurel provoquant une tension permanente entre le désir des jeunes d'avancer et les possibilités offertes, lui ont conduit vers l'analyse des phénomènes socio-éducatifs. Ses recherches et ses échanges avec d'autres chercheurs lui ont fait découvrir la richesse et l'opérationnalité de la notion du rapport au savoir dans son propre questionnement. Il a fait des études au premier cycle universitaire à l'Institut supérieur des sciences pédagogiques et religieuses à Côte d'Ivoire, Afrique de l'Ouest, de 1997 à 2000. À partir de 2002, il a intégré l'Institut des sciences et pratiques d'éducation et de formation, Université Lumière Lyon 2 en France. Il y a décroché un doctorat en sciences de l'éducation en 2012. En 2017, il s'est associé à Dr Maurice Jacques pour écrire un livre qui, sans nul doute, saura contribuer à une éducation à la compréhension, une éducation non violente, une éducation sans bâton en Haïti. Maurice Jacques, Augustin Nelson pour une éducation sans bâton à l'usage des parents et des éducateurs en général, C3 édition. Je vais vous lire une partie de la conclusion de ce livre. La violence fait peur. Comment réagir en tant qu'éducateur, en tant que parent et en tant que personne ayant une autorité de fait? C'est la question à laquelle cet ouvrage apporte des éléments de réponse. Événement exceptionnel sur le plateau des Livrez-vous. Très souvent, je parle de littérature, de philosophie. Pour le coup, petit déplacement de ma zone habituelle de confort. On va parler de psychologie, on va parler de l'enfance, on va parler d'éducation sans bâton, cas particulier, dans un pays comme Haïti, où on a tendance à faire du bâton l'outil principal de tout processus éducationnel. Événement encore exceptionnel, j'ai 2 invités sur mon plateau. Merci au staff de la télé, à la direction de la télé, à tous les techniciens qui ont réorganisé mon plateau pour que je puisse recevoir et le docteur Jacques et le docteur Nelson. Je vais commencer par le docteur Jacques. Le bonheur, beaucoup de bonheur.
Merci beaucoup. Frère Nelson, beaucoup de bonheur. Merci beaucoup. Et malheureusement, et je fais dans le tutoiement, je vous le dis tout de suite, je suis un maniaque du tu. Frère Nelson, moi j'ai cru que tu étais prêtre. Non, non je suis religieux, frère du Sacré-Cœur. Donc, je suis actuellement le directeur du collège canado-haïtien. Voilà. Et tu es aussi enseignant à l'université Quisqueya. Je suis professeur d'université dans plusieurs universités du pays, notamment Quisqueya, UNDH, CREFI, et j'anime également des séminaires aux besoins en matière de l'éducation. Ouais, ça fait de la parole à donner. Docteur Jacques... Pas seulement de la parole, des expériences à partager. Des connaissances. Des savoirs à construire. À transférer, en effet. Docteur Jacques, j'ai comme par hasard croisé votre fille dans un bar et j'ai failli la draguer. Ah. De toute façon, elle est adulte, responsable, donc je ne la suis pas partout. Ouais. Donc, et j'imagine qu'elle a été éduquée sans bâton. Tous mes enfants sont éduqués sans bâton. Voilà. Et pourquoi je fais ça? Parce que moi, j'étais victime du bâton. D'ailleurs, le livre pour une éducation sans bâton était déjà dans ma représentation mentale à l'âge de 12-14 ans. Parce que j'étais un enfant très battu. Et je viens d'une famille monoparentale et ma mère, dans toutes ses frustrations, eh bien, me battait beaucoup. Et d'autant plus que j'étais un enfant hyperactif. Ouais. Donc, ça veut dire désagréable, provocateur. Donc, ma mère, dans ce sens-là, je peux le dire maintenant, n'avait pas de choix que d'utiliser le bâton pour dresser ce petit garçon-là qui était presque un bandit né. Car dès l'âge de 4-5 ans, je faisais des choses qui surprenaient même tout mon entourage. Alors, vous avez signalé ça dans le livre, c'est quand même un paradoxe. Aujourd'hui, tu es donc docteur. Le frère Nelson, je ne sais pas si dans ton éducation, il y a eu le fouet également. Oui, il y a le fouet, bien sûr, puisque c'est une pratique qui date depuis l'Antiquité et qui a traversé toute l'histoire et qui se pratique encore presque un peu partout, malgré que c'est interdit dans les textes et en Haïti, donc c'est monnaie courante. Alors, bien sûr que j'ai été frappé dans mon enfance, mais pas comme Dr Jacques, comme il explique, étant donné que j'étais le Benjamin de la famille. Oui, mais comme je suis le Benjamin de la famille, alors les Benjamins, généralement, très souvent, ils sont protégés. Parce que le paradoxe que vous avez signalé à tous les deux dans ce livre, dans la tête de vos parents, le fouet était donc la bonne méthode pour vous éduquer, vu qu'aujourd'hui, vous êtes docteur et vous êtes docteur. Comment aborder ce paradoxe? Jusqu'à présent, c'est encore dans la tête des enfants l'idée des parents qui aiment bien, châtient bien. Bon, d'ailleurs, le livre l'a bien signalé que nous n'avons pas pensé ce livre pour juger les parents, ni pour les condamner, mais nous avons pensé le livre pour donner une alternative, pour montrer que le bâton n'est pas inévitable et que, à travers toute l'histoire de l'éducation, de l'Antiquité, en passant par le Moyen-Âge pour arriver au temps moderne, on frappait les enfants sur tous les coins de la planète. Alors, mais depuis le XVIe siècle, avec l'émergence des sciences humaines et sociales, on arrive à comprendre les enfants différemment. Alors, puisqu'on comprend l'évolution des enfants dans les différentes étapes de leur vie, à ce moment-là, on est mieux armé pour les éduquer dans le respect de leur intégrité. D'ailleurs, le livre insiste beaucoup sur le respect, le chemin de l'éducation par du respect pour aboutir au respect de l'intégrité physique du citoyen qu'on est en train de former. Alors, une façon de dire que, bien sûr, pour les parents, ils pensent que, bon, j'aime mon enfant, puisque je l'aime, je dois le corriger. Mais le corriger, oui, mais on peut le corriger sans bâton. Voilà, c'est ça le point fort de ce livre, en effet. Et les gens prennent pour exemple, surtout que bon, moi j'ai été battu, je suis devenu ceci, je suis devenu cela. Mais on aurait pu être autrement si on n'avait pas été victime de la violence. La violence, surtout parce que battre l'enfant, qu'il s'agisse de la gifle, qu'il s'agisse des punitions humiliantes, qu'il s'agisse des fessées, c'est de la violence. Donc exercer de la violence,
ça perdure la violence et que l'enfant qui a été battu va battre son camarade dans sa classe, va reproduire cette violence un peu partout à l'école. Alors, le livre vise à dire aux parents que nous ne vous condamnons pas. Nos auteurs, Dr. Jacques et moi, nous ne cherchons pas à vous condamner, nous ne cherchons pas à vous juger, nous ne cherchons même pas à vous donner des leçons. Mais nous prenons le temps de réfléchir en fonction de nos expériences, en fonction de notre formation, en fonction aussi de l'évolution de la science, actuellement les sciences humaines et sociales, pour pouvoir donner d'autres moyens pour accompagner les enfants dans le respect de leur intégrité. Et c'est vrai qu'il y a d'autres moyens, il y a d'autres méthodes, mais vous avez commencé ce livre par une définition de ce qu'est l'enfant. Docteur Jacques, qu'est-ce que l'enfant dans ta bouche? Qu'est-ce qu'un enfant? Voilà. Avant, bon, pas dans ma bouche, ça veut dire ma philosophie, moi, ma conception de l'enfant. Mais il faut dire d'abord que l'éducation n'est pas une chose facile. D'ailleurs, même Freud disait que parlait des trois impossibles. L'éducation, la politique et la psychanalyse. Moi, étant donné que la psychanalyse, j'en fais très rarement, la politique, j'essaie d'être le plus loin possible, mais l'éducation, je n'ai pas de choix parce que j'ai éduqué des enfants et je suis encore en train de faire de l'éducation, soit à travers l'enseignement. Ce n'est pas une chose facile. Tout à l'heure, je parlais de ma mère qui me battait. En somme, l'éducation, on établit des objectifs, on établit des buts, mais c'est souvent contradictoire. Je défie quelqu'un pour me dire pour son enfant de 5 ans, qu'est-ce qu'il va devenir dans 30 ans, dans 25 ans. Donc, c'est essai-erreur. On essaie de faire des choses. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que le parent, avant même d'avoir un enfant, a déjà une image de l'enfant qu'il voudrait avoir. Et on l'a décrit dans le livre, l'enfant rêvé. On rêve toujours d'un enfant. Et je me souviens qu'il y a un père, le père d'un enfant autiste, qui me dit « Moi, je n'avais jamais rêvé d'un enfant comme ça. » Mais il est là, cet enfant-là. Il t'appartient. Il faut en faire quelque chose. Il faut en faire quelque chose et il faut l'éduquer. Et je rencontre même des parents tout le temps qui me disent toujours la même chose. Je ne sais pas quoi faire avec cet enfant-là. Je ne sais pas comment l'aborder. Je ne sais pas comment lui parler. Mais au départ, la question est très pertinente, savoir la philosophie qu'on a de l'enfance. Comment on conçoit l'enfant. Ici, on dit, bon, Timoun, c'est Tibet, Timoun, c'est ci, Timoun, c'est ça. Alors que l'enfant, c'est une personne, dans toute son intégralité, avec son tempérament, avec sa personnalité. Et d'ailleurs, la plupart des organisations internationales reconnaissent aussi des droits à cet enfant-là. Et si on prend certains pays comme le Québec, que je connais très bien, ils ont ce qu'on appelle le DPJ, Direction de protection des enfants. Et n'importe quel enfant qui est battu au Canada, à l'âge de 4 ans déjà, il sait qu'il doit faire le numéro 911 pour dire tiens, on vient de me battre. Pour dire qu'il a été battu. Et puis tout de suite, il y a un conseiller en orientation qui va venir le chercher. Et puis l'enfant va prendre la direction d'un centre d'accueil. En Haïti, Libère aurait dû faire ça, non? On est loin de ça. On est très loin de ça. D'ailleurs, il y a un journaliste qui a écrit un article pour une éducation sans bâton de Dr Maurice et Dr Nelson, une utopie. Mais moi, j'ai dit toujours, une révolution commence toujours par une utopie. Quand Castro avait commencé sa révolution, c'était utopique. Quand Nelson Mandela avait commencé sa révolution en Afrique du Sud, c'était utopique. Mais, à un certain moment, il y a une évolution. Et moi, je pense que ce qu'on est en train de faire là, et j'étais bien content quand mon ami, mon collègue de travail, Nelson, m'a demandé d'écrire ce livre-là avec moi. Moi, j'étais très en avant dans l'écriture du livre à l'époque. D'ailleurs, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un livre qui est pensé dès l'âge de 14 ans. C'est à peu près à cet âge-là. Mais du coup, pour revenir à la première question, quelle est la conception de l'enfance que tu as? La conception de l'enfant, premièrement, l'enfant, c'est une entité, a une personnalité. Mais l'adulte oublie toujours que l'enfant a une personnalité. C'est un être à part entière. C'est un être à part entière. Il est petit. Il est petit. Ce n'est pas une demi-personne. Ce n'est pas une demi-personne, mais un quart de personne, c'est une personne. Le père peut avoir 6 pieds de hauteur. Le petit gars, il a à peine 1,5 pied, mais il a déjà une personnalité. Et donc, il faut considérer cette personnalité, respecter sa force de caractère. C'est pour ça, dans le livre, on a parlé de l'intégrité physique de l'enfant, que l'adulte doit respecter. Voilà.
Et puis, vous mettez en avant le principe de la nécessité de l'autorité. Et vous écrivez, docteur Nelson, l'autorité est nécessaire, mais comment l'exercer? Beaucoup de parents sont face à cette aporie-là. Oui, il faut à la maison une figure autoritaire, mais comment articuler cette autorité? Justement, sans autorité, la vie en collectivité n'est pas possible. Et que éduquer sans bâton ne signifie pas non plus éduquer dans le laxisme. Il y a deux choses qu'il faut éviter dans l'éducation, et c'est fatal pour un enfant lorsqu'il subit la violence ou lorsque l'enfant aussi est éduqué dans le laxisme. Le laxisme, ce n'est pas un mode d'éducation qu'il faut adopter, ni la violence non plus. Alors, l'autorité, c'est ce qui... Enfin, l'adulte qui est en train d'éduquer l'enfant, elle représente la personne qui est garante de la bonne marche de la famille. Si c'est une institution scolaire, le directeur, les enseignants, tout le personnel constituent les personnes qui garantissent le bon fonctionnement de l'institution. C'est-à-dire, à travers l'autorité que la personne incarne, l'enfant a une sorte d'aptitude à écouter cette personne qui représente l'autorité. À respecter cette autorité-là. Mais ce respect n'est pas automatique. Ce respect n'est pas automatique, ça commence dès la naissance, même dès la conception de l'enfant. Parce que, comme Dr Jacques le disait tout à l'heure, lorsqu'on conçoit un enfant, la conception de l'enfant est d'abord psychologique. Dans le sens que dans la tête des parents, on pense à un enfant. On pense toujours à un enfant merveilleux. L'enfant participe d'une imagerie mentale. À un bébé extraordinaire. Mais lorsque le bébé va venir au monde, on va se rendre compte, ce bébé-là, lui, il n'est pas extraordinaire. Il n'est qu'un bébé qui demande à être aimé, à être encadré, pour que l'enfant puisse vivre dès les premiers instants de sa vie un attachement, une confiance avec son entourage qui lui permet de faire confiance avec à ses parents pour pouvoir s'ouvrir au monde avec sérénité. Pour comprendre bien l'idée que je suis en train de développer, il faut voir comment ça se passe chez les primates. Regardez comment ça se passe avec les petits singes. Vous voyez que un petit singe s'accroche sur sa mère. La mère, face à un danger, saute de branche en branche. Et le petit, il n'a pas appris à s'agripper. Mais il s'agrippe quand même à la mère. En toute sécurité, le petit ne tombe pas. Il devrait se passer exactement la même chose chez les humains. Sauf que nous n'avons pas de poils pour que l'enfant s'agrippe. Les poils que les parents doivent avoir, c'est l'affectivité. L'affection qu'on donne à cet enfant en répondant correctement à ses besoins, de manière à mettre l'enfant dans une situation où il développe la confiance en lui-même, qu'il développe une estime de soi qui soit assez forte pour que cet enfant puisse s'ouvrir au monde et ne pas grandir dans l'anxiété et ne pas développer la violence. Alors, mais malheureusement, les conditions de vie, surtout dans les pays à faible revenu, dans les statistiques qui se font à l'échelle internationale, on voit que plus dans les pays à faible revenu, plus le pays est pauvre, plus on a recours à la violence pour éduquer les enfants. Donc, pour faire court, disons que, oui, il faut incarner l'autorité dans l'éducation de l'enfant. Sans autorité, il n'y a pas d'éducation possible et que le laxisme ne fait pas partie des méthodes qu'il faut utiliser pour éduquer, mais cette autorité doit être une autorité bienveillante. Dans le livre, vous allez voir que nous avons donné différents types de parents, différents styles de l'autorité qu'on exerce. Et on a vu aussi les différentes phases dans l'évolution de l'enfant, en clin d'œil à Sigmund Freud. Tout à fait. On va feuilleter tout ce livre, mais pour l'instant, on va respirer le premier coup de respiration. Mesdames et messieurs, délivrez-vous, ça se passe chez vous par le biais de la RTVC. Le docteur Maurice Jacques, le docteur Nelson, ils sont là pour une éducation sans bâton. Allez, respirez. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire.
Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, Maurice Jacques Augustin Nelson, pour une éducation sans bâton, publié chez C3 Éditions. Voici le livre qui occupe la place de choix de cette émission, le livre que je vous recommande pour cette semaine. Émilie est donc la maquilleuse officielle de cette émission. Pendant le temps de pause, Émilie nous a dit, si tu ne frappes pas ton enfant, il te frappera. Du coup, je me suis dit, ça fait du boulot pour mes deux invités. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Émilie? Comment convaincre Émilie, qui est une jeune femme, qui élève un enfant et qui nous dit, l'enfant des fois fout tellement la pagaille, si elle ne mobilise pas le fouet, elle a l'impression d'échouer dans la construction de cet enfant. Donc, Dr Jacques, que réponds-tu à Émilie? Bon, ce que je dirais à Émilie, c'est d'avoir un peu plus de créativité. Et ce livre-là donne des suggestions pour intervenir auprès des enfants. Parce qu'en somme, comme Frère Nelson disait tout à l'heure, le bâton pourrait être le dernier recours. Mais quand il y a un dernier recours, on fait appel à l'imagination des parents pour trouver qu'est-ce que je peux utiliser comme punition. D'ailleurs, on l'a dit dans ce livre, on vient de le dire tout à l'heure aussi, que l'enfant, quand il mérite d'être puni, il doit être puni. Au fait, je vous arrête rapidement, vous ne dites pas qu'il ne faut pas punir les enfants, non, mais il ne faut pas utiliser le fouet pour punir un enfant. C'est ça. Ça doit être important comme point en effet. C'est pour ça que je parle de l'imagination et de la créativité des parents. Et voilà. Il faut ajouter également, pour ne pas... Je vais vous laisser continuer, mais il faut ajouter aussi, il ne faut pas pratiquer des punitions humiliantes. Ok, pas de punition humiliante, oui, certainement. Donc pas d'insultes dans la rue par exemple, ça. Devant les amis, exactement. Devant la famille. C'est insulter l'enfant tout en le respectant. Tout à fait. Mais il y a une chose qu'il faut considérer, c'est que nous vivons, comme disait Frère Nelson tout à l'heure, dans un pays où on a beaucoup de manques. Parce que l'enfant doit avoir son monde au niveau matériel, c'est-à-dire avoir des jouets, avoir sa chambre peut-être. Sa chambre personnelle. Ouais, son petit exemple, univers. Comment on peut dire à l'enfant, je vais te punir, aller dans ta chambre quand la maison a une seule chambre? Oui, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Tu restes dans ta chambre pendant une semaine, il n'y a qu'une chambre dans la maison. Il n'y a qu'une chambre dans la maison. Donc ça veut dire que l'environnement doit être organisé aussi. Or, nous ne sommes pas rendus là, comme nous avons parlé tout à l'heure, de pays qui ont à faible revenu ou des pays riches. Mais vous allez dans des pays où l'enfant a déjà sa chambre. Moi, j'avais une chambre, il y avait une maison, il y avait 3 chambres à coucher. Et mes 2 enfants, quand ma femme était enceinte, mes 2 enfants, les 2 sont venus nous dire séparément, mais votre enfant que vous allez avoir, où vous allez le mettre? Où vous allez mettre cet enfant-là? Parce que les 2 chambres, parce que les 2 sont déjà occupées. Oui, notre intention, si c'est un petit garçon, on va le mettre dans la chambre du garçon. Si c'est une fille, on va la mettre dans la chambre de la fille. Mais les 2 nous ont dit, moi, je ne prends pas d'enfant dans ma chambre. Ça veut dire que vous êtes dans un pays déjà où l'environnement familial, physique, est déjà organisé pour intervenir auprès des enfants. En ce qui concerne les jouets, comment on peut confisquer un jouet d'un enfant s'il n'en a pas du tout? Parce que c'est une forme de punition. Oui, s'il n'en a que 2, par exemple. Qu'il n'y en a que 2. Donc, il faut organiser l'environnement de l'enfant aussi. Alors, je ne sais pas si Émilie a tous ces moyens-là pour organiser l'environnement de l'enfant, pour être capable de le punir sans utiliser le bâton. Et moi, ma fille a aimé la lecture parce qu'à chaque fois que je l'envoyais de sa chambre, elle rentre de sa chambre avec un livre pour lire. C'est comme ça qu'elle a développé l'amour de la lecture. De la lecture, ce qui est magnifique. Frère Nelson, du coup, doit-on donner comme conseil aux jeunes qui regardent cette émission d'être prêts matériellement et socialement avant de donner la vie? Justement, on doit être prêt matériellement, mais aussi on doit être prêt émotionnellement. Parce que concevoir un enfant, c'est une responsabilité. Cela demande, pour éduquer un enfant, ça ne peut pas faire par mode
Actuellement, avec votre téléphone, vous pouvez avoir l'Internet sans fil. Ça ne peut pas faire, ça ne peut pas se faire à distance. L'éducation demande une présence paternelle, une présence maternelle pour pouvoir encadrer cet enfant et l'accompagner dans le respect de son rythme de croissance. Et dans le cas de famille monoparentale, c'est compliqué? Bon, en psychologie, on ne parle pas vraiment de famille monoparentale. En sociologie, oui, c'est bien. Mais en psychologie, lorsqu'on parle d'un enfant, l'enfant est inscrit dans une lignée. Et dans cette lignée-là, ça lui fait qu'il a un père, que le père soit présent ou absent. Il a une mère, que la mère soit présente. Donc il faut des figures, pas nécessairement un père ou une mère. Il faut des figures parentales. Ouais. Et lorsqu'on parle de l'objet maternel en psychologie, on ne parle pas nécessairement de la mère biologique. Quand c'est la mère biologique, tant mieux. Mais c'est la personne qui joue ce rôle, qui répond aux besoins de l'enfant. Et qui représente l'autorité. Et qui représente l'autorité vis-à-vis de ces enfants-là. Je vous donne un petit cas anecdotique. Mais pas n'importe quelle autorité, une autorité bienveillante. Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse? Bien sûr. Parce que Frère Nelson a dit en psychologie, on ne parle pas de famille monoparentale. Si on parle de Freud, Freud, dans le développement de l'enfant, vous dit, par exemple, comment l'enfant grandit, se développe par rapport aux deux parents. Et il vous dit aussi que la fille a tendance à imiter sa mère, à développer des habitudes de vie comme sa mère, ce qui est normal. Et le garçon aussi fait la même chose pour son père. Et si on va plus loin, comme les gens, la plupart des gens qui nous écoutent maintenant, ont sûrement lu sur des choses comme ça sur Freud, où il vous dit que l'amour, il parle même de sexualité du garçon qui se développe vers sa mère et le contraire pour la fille. Vrai que et tout le monde connaît le complexe d'Édipe. Le petit garçon considère sa maman comme sa femme. C'est ça. Alors en psychologie moderne, c'est la question qu'on pose. L'enfant qui se développe dans une famille monoparentale, disons avec la mère, c'est surtout le cas seulement, comment, si c'est un garçon, à quel homme qu'il va s'identifier? Il va chercher un oncle, il va chercher un tonton ou bien un parrain, mais le père n'est pas là. Et moi, c'est ce que je suis en train de vivre, même au Collège Canada, avec des enfants qui recherchent le père. Et j'ai même un petit garçon en tête qui nous a dit, lui, le jour qu'il va rencontrer son père, ça va être un bonheur pour lui. Parce qu'il n'a jamais vu son père. Mais est-ce que c'est parce qu'il y a l'absence des figures? Je prends un petit cas anecdotique, je prends mon cas par exemple. Moi, je n'ai jamais connu ma mère biologique, mais je n'ai jamais senti le manque de cette mère-là. Parce que ma grand-mère était là, elle représentait la mère. Mon père est arrivé très tard dans ma vie, vers 12 ans, mais je n'ai jamais senti le manque avant. J'avais mon oncle qui lisait énormément, qui m'a appris à lire, qui représentait le père. Donc, est-ce que c'est parce qu'il y avait l'absence de ces deux figures, la figure du père, la figure de la mère, qui crée des fois ce manque chez certains enfants? Il y a ce qu'on appelle les substituts psychologiques. Le petit garçon qui n'a pas son père peut prendre un voisin comme ce substitut psychologique. Carrément. Il peut grandir avec ce voisin-là qu'il voit souvent, qui fait des échanges avec lui. Donc, le manque est parce que l'enfance a cette capacité de remplacement aussi. Même le cerveau d'ailleurs, le cerveau fonctionne, s'il y a une partie du cerveau qui ne fonctionne pas, il y a ce qu'on appelle fonction vicariante, il y a une autre partie qui substitue. Qui prend le relais. Qui prend le relais. Donc c'est la même chose dans le développement de l'enfant. On ne peut pas dire que le fait que le père n'est pas là, l'enfant va devenir, je ne sais pas, un vagabond, un voyou, parce qu'il n'a pas de père pour imiter. C'est pas ça qu'on dit en psychologie. Ce qu'on dit, c'est que dans le développement de l'enfant, il a besoin de la présence d'un père et d'une mère. Et dans les sociétés organisées, eh bien, d'après leur culture, eh bien, vous allez voir, dans toutes les familles, il y a un père et une mère. Et l'autre chose qu'il faut souligner aussi, c'est que il y a beaucoup en Haïti, puisqu'on est en Haïti, les familles monoparentales, il y en a beaucoup, au point où je compte écrire un livre qui aurait pour titre Haïti, un pays sans père. Parce que j'ai rencontré tellement d'enfants qui n'ont pas de père. C'est vrai que ce cas est très répandu. Qui vivent dans le manque et qui vivent avec ce manque et qui parlent de ce manque-là. Voici pourquoi très souvent on considère les hommes haïtiens comme des semeurs. Ce n'est pas de véritables pères. Comme disait Larousse, ils s'aiment à tout vent.
Oui, Frère Nelson. Toujours dans cette même idée, il faut comprendre aussi que l'enfant a besoin des modèles imitables. L'enfant a besoin de bons modèles. Le père peut être là à la maison, il peut être là, mais sans jouer nécessairement son rôle de père. La mère également. Donc l'enfant a besoin bien sûr de modèles, l'enfant a besoin de présence paternelle et maternelle, mais de modèles imitables. Autre chose que nous devons garder à l'esprit, c'est que bon, nous avons tous nos faiblesses. Nous sommes tous des êtres susceptibles à commettre des erreurs. Mais cependant, il faut apprendre à assumer ces erreurs dans l'éducation pour ne pas donner de fausses images à votre enfant. Donc, pour être bon, d'ailleurs, être éducateur, c'est de vous proposer comme modèle. Et si vous avez accepté de concevoir un enfant, vous avez accepté de vous donner comme modèle pour éduquer cet enfant-là. Et que son environnement compte beaucoup. L'enfant qui devient violent, eh bien, je vous assure qu'il évolue dans un environnement où c'est la violence qui règne. Ouais. Les propos que répète l'enfant ne les invente pas. Mais l'enfant vit dans un environnement où l'enfant entend des choses et que l'enfant reprend ce qu'il entend de son milieu. Mais saut son bagaille. Et puis, si on a répété, pour qui ça peut battre? C'est pour ça que j'ai parlé je pense qu'on en a parlé de la maladie de Gilles Latourette. Oui. Et cette maladie-là, qu'est-ce qui arrive? C'est un trouble moteur. Mais qu'est-ce que l'enfant apprend? L'enfant apprend les mots qui ont de l'effet sur lui. Alors, aussitôt que l'enfant entend un mot, surtout ce qu'on appelle les gros mots, c'est toujours des mots que l'adulte prononce avec beaucoup de colère, avec beaucoup de violence, donc ça frappe l'enfant. Et l'enfant intériorise ces mots et les sort après. C'est ça. Et l'enfant devient presque une... Et ça provoque une réaction. Presque une machine à bêtises, quoi. Bon, l'enfant devient exactement... Et je vous disais hors micro que peut-être que le président Michel Martelly souffre de cette maladie qui lui porte à ne dire que des gros mots. Je ne rentrerai pas dans ça pour dire qu'il souffre de la maladie de Gilles Latourette, parce que si je dis ça, je vais l'excuser tout de suite. Parce que s'il est malade, il est malade. Oui. Et on excuse tout de suite quelqu'un qui est malade. Mais je vous le dis honnêtement, si en lisant votre livre, j'ai tout de suite pensé à Michel Martelly. Oui, je me suis dit, alors là, il est malade. C'est quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de ne pas insulter les gens. Et du coup, c'est une maladie, c'est un syndrome. Sauf que le malade Gilles Latourette ne fait pas ça pour insulter personne. Parce que c'est le mot. Moi, je me souviens, j'ai supervisé une classe au Canada, et puis il y a une fille qui souffrait de cette maladie-là. Et puis, il y a un professeur qui se penchait pour lui expliquer quelque chose. Elle se tournait et puis elle disait au professeur, « Moi, jamais !» Comme ça, brusquement. Le professeur a fait un saut. Tout de suite, le professeur ne le savait pas. Alors, tout de suite, j'ai expliqué au professeur que... tout de suite, cette fille s'est repris et puis elle a dit, « Excusez-moi, il y a un trouble. » Donc, si on n'est pas au courant... Ça peut créer des déroutes. Oui, justement, parce que son environnement va s'éloigner tout de suite. Carrément d'elle. Personne n'aime les gens qui sont des machines à gros mots. Mais dans le principe de développement de l'enfant, ça, beaucoup de familles haïtiennes ne sont pas au courant, les différentes phases. Quand vous dites l'enfant est entre 0 à 1 an, c'est le stade oral. De 1 an à 3 ans, c'est le stade anal. Je vais vous demander à tour de rôle d'intervenir. Et Frère Nelson, entre 0 à 1 an, c'est le stade oral. Qu'est-ce que ça veut dire chez l'enfant? Le stade oral signifie que dès que le bébé est venu au monde, il est venu avec des émotions, il est animé d'énergie, donc il a besoin également de comprendre son monde, d'ingérer le monde. Il ingère le monde à travers sa bouche. Donc il met tout dans sa bouche entre 0 à 1 an. À 0 à 1 an, il met tout dans sa bouche pour pouvoir... Le fait pour l'enfant de mettre quelque chose dans la bouche, ce n'est pas seulement pour se nourrir. Il va sucer le sein maternel pour pouvoir se nourrir, mais il va sucer le sein maternel également pour satisfaire un besoin que Freud va... Un besoin sexuel carrément. Un besoin que Freud va qualifier de... Moi, je vais vous conter une anecdote pour faire comprendre à tous ceux qui regardent cette émission-là. Quand on parle de la bouche chez l'enfant, comment l'enfant, d'après Freud, l'enfant a tout un corps, mais l'enfant a juste la bouche quand on considère... Entre 0 à 1 an, entre 0 à 1 an. Le président Vincent avait reçu un de ses anciens amis. Et puis il lui a demandé comment va D'Angelo. Il dit, ah oui, il va bien. Il vient d'avoir un enfant qui a 7-8 mois. Et le président Vincent lui dit, écoute, je te donne ce billet de 100 gouttes.
tu vas donner ça au bébé en arrivant. Mais donne-le pas à la mère, ni à la mère, ni au père, tu donnes ça à l'enfant. Et en arrivant, un mois après, quand le président Vincent a rencontré le type, il dit, est-ce que tu as vu le bébé? Il dit, oui. Tu lui as donné l'argent? Oui, je lui ai donné. Il l'a pris dans sa main, et puis le président Vincent dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Et le président dit, on peut l'arrêter, tu as volé l'argent. Parce que tout de suite, l'enfant devait mettre l'argent dans sa bouche. Dans sa bouche. Donc la bouche... Donc ça, c'est le stade oral, mais c'est une forme de masturbation quand l'enfant met tout dans sa bouche. Moi, je dirais ça, mais je sais que Frère Nelson ne serait pas d'accord avec moi. Moi, je pense que je suis un petit peu d'accord avec Freud quand il dit qu'à chaque stade, le lieu sexuel de l'enfant, 0 à 1 an, c'est la bouche. Et vous allez un petit peu plus loin, ce lieu va être déplacé. Voilà, nous sommes entre 1 à 3 ans. Oui. C'est le stade anal maintenant. Stade anal. Oui, mais avant de laisser le stade oral. Mais il faut comprendre aussi que l'enfant a besoin de sucer, a besoin d'avoir quelque chose dans la bouche en quête d'une sorte de sécurité aussi. L'enfant est tombé dans un monde, il est en train d'explorer, il ne comprend pas tout et qu'il a lui-même ses propres anxiétés. Alors, pour pouvoir être rassuré, il a besoin d'avoir quelque chose dans la bouche. C'est pour cela que lorsqu'on comprend, on a bien étudié le développement des bébés, on est venu avec des sucettes en caoutchouc. Au départ, on critiquait cette méthode, on disait que c'est de la maltraitance, on fait sucer des choses à l'enfant et que ça ne sert à rien. Mais finalement, on a compris qu'effectivement, ça joue un rôle dans le développement de l'enfant, ça lui permet de garder une certaine sécurité, d'avoir quelque chose... Oui, il y a la sécurité, mais l'élément masturbatoire, il se fait plaisir lui-même. Oui, en psychologie enfantienne, on appelle ça réflexe du suçon. Ouais. Parfois, l'enfant peut venir au monde sans posséder ce réflexe-là. Moi, j'ai mon premier petit-fils qui n'avait pas ce réflexe-là. On a dû donner une machine à la mère pour extraire le lait et donner à l'enfant ça dans un verre. Parce que l'enfant n'a pas ce réflexe-là. Il refusait de sucer, lui. Il refusait de sucer. Ah ben voilà. Et ce réflexe du lui, il n'aime pas ça. Je ne suce pas. Ce réflexe du suçon, vous allez savoir. Parce que ça ne s'efface pas. L'adulte continue à avoir ce besoin de sucer. Bien Pourquoi les gens fument sans arrêt? Et je ne parlerai pas d'autres comportements que nous avons au niveau de ce réflexe-là. Oui. Et il y a des métiers qu'on choisit qui sont en rapport avec ce stade oral. Par exemple, lorsqu'on choisit des métiers qui mettent en valeur la bouche, eh bien, c'est toujours un rapport avec le stade oral. Et puis même dans la sexualité des adultes, le principe de la succion est toujours au rendez-vous. Les préliminaires, c'est aussi... On passe toujours. Pourquoi on s'embrasse, par exemple? Ouais, pourquoi on s'embrasse? Pourquoi on s'embrasse? C'est surtout ce réflexe-là qui continue, parce que ce n'est pas effacé complètement. Quand on parle de 0 à 1 an, on grandit avec ça aussi. Et nous autres, comme adultes, nous avons ce genre de réflexe. Alors nous autres, c'est peut-être toi et moi, mais pas le frère Nelson. Nous sommes éducateurs. Nous éduquons. Mais pour terminer avec le stade oral, de toute façon, c'est développé dans le livre. Oui, absolument. Et on peut trouver, mais laissez-moi dire quelque chose aussi, parce que c'est une erreur qu'on commet bien souvent. L'enfant a besoin d'avoir quelque chose dans la bouche. Quelquefois, l'enfant trouve son doigt, il prend son doigt, mais son doigt lui appartient, il peut le sucer. Oui. Et généralement, les parents ne comprennent pas et tapent l'enfant, le petit, dans son doigt. Donc c'est une violence inutile. Il faut laisser l'enfant sucer son doigt. Ça participe de sa façon de s'identifier au monde. Tout à fait, parce que c'est une frustration inutile et une violence que lui-même, il ne comprend pas. Donc, il est en train de... D'ailleurs, il est même anxieux. Il cherche à trouver une consolation. Il met quelque chose dans la bouche et il reçoit encore un coup. Donc, l'estime de soi de l'enfant va toucher. C'est quand même bizarre. Le mec, il a son doigt, il ne peut même pas le sucer. Parce qu'il y a une chose qu'on ne sait pas aussi. L'enfant n'est pas conscient de la présence des parties de son corps. Non, pas encore. Cette main-là, parfois, tu vois le bébé qui regarde sa main. C'est par hasard que ça lui tombe dans la bouche. C'est parce qu'il a choisi de... Comme ça lui fait plaisir, il continue à sucer. Voilà, nous allons au retour parler du stade anal dans le développement des enfants. Là, nous sommes entre 1 à 3 ans. Mesdames et messieurs, pour une éducation sans bâton, Maurice Jacques, Augustin Nelson sont sur mon plateau. Le temps de votre deuxième respiration avec la complicité de C'est toi édition.
Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, vous suivez Des livres et vous, ça n'a jamais tué personne de lire, de charbonner son intelligence. On n'a jamais vu personne mourir parce qu'il était comme par hasard brillant, parce qu'il a été bien éduqué, éduqué sans le bâton. Maurice Jacques, Augustin Nelson sont sur mon plateau avec le label de C'est Toi Édition et ça a donné Pour une éducation sans bâton. Nous sommes en train de voir là maintenant les différentes phases dans le développement de l'enfant. Vous allez tout de suite comprendre qu'on ne va pas tout voir. C'est un livre qu'il faut lire. Vous allez savoir par vous-même comment votre enfant se développe. Déjà, entre 0 à 1 an, c'est le stade oral. 1 an à 3 ans, c'est le stade anal. Nous avons le stade phallique quelques temps après. Et je vais tout sauter, mais vraiment tout escamoter pour en venir au développement cognitif et psychosocial de l'adolescent. Parce que très souvent, si nous parlons d'éducation sans bâton, c'est surtout les adolescents qui sont frappés, battus. 11 ans, 17 ans, c'est l'âge charnière pour recevoir des coups. Des coups et un rapport surtout à la sexualité. Vous avez tout un petit chapitre sur ça. Comment, on va commencer peut-être par le docteur Jacques, comment expliquer à des parents que leur adolescent de 15 ans, de 16 ans vivent une sexualité et ont peut-être droit à une sexualité active? Certainement, parce que la sexualité, c'est un phénomène qui existe chez tous les individus. Mais les parents, le plus souvent, ont de la difficulté à accepter que l'enfant peut avoir aussi une vie sexuelle. Il y a des choses que les parents n'acceptent pas. Par exemple, quand on parle de masturbation, la plupart des parents trouvent que l'enfant ne devrait pas faire ça, l'enfant ne devrait pas se masturber. Or, l'énergie sexuelle, ce que Freud appelle notre libido, ça existe chez le jeune, et même chez l'enfant d'ailleurs. Ouais. Hein, parce que d'après les bébés ont des érections. Bon, d'après les dernières recherches, on a montré que même des enfants de 2-3 ans commencent à se masturber. Naturellement, il n'y a pas de gratification dans ce type de masturbation parce que l'enfant n'est pas formé. Il n'y a pas d'orgasme. Il n'y a pas d'orgasme, il n'y a pas non plus d'éjaculation. Donc, c'est un type de masturbation où il n'y a pas de gratification. Mais arrivé à l'âge d'adolescent, il y a une gratification. Il y a une gratification. Et le phénomène qui se produit, on rencontre beaucoup de jeunes qui sont même incapables de continuer leurs études à cause d'une obsession sexuelle qui se traduit par la masturbation. Et j'ai rencontré des jeunes qui se masturbent 10 fois, 15 fois, 20 fois par semaine. Ah ouais, quand même. Ça, c'est le top niveau. Ah oui, oui, c'est vraiment... ils s'amusent, ils ne font rien que ça. Ah ouais, quand même. Donc ça, rendu à des cas excessifs comme ça, on est en présence de jeunes qui sont incapables d'apprendre à l'école. Ouais. Et maintenant, il y a les médias aidants, le téléphone, l'Internet. Et ces jeunes-là sont capables d'aller chercher des films pornographiques. La télévision n'aide pas beaucoup en ce sens. Hein? Oui, ils ont besoin de support pour être capables de se... Parce que faire ça tout seul, ça prend plus de temps. Mais quand on a un support, je ne sais pas, sur le téléphone, des femmes nues, des scènes sexuelles comme ça, les aide à pratiquer la masturbation. Alors, je vous donne une petite parenthèse. J'ai 20 ans. J'ai une petite voisine qui a peut-être 12 ou 13 ans qui me coince dans la cour, qui me fait Je fais, attends, mais t'as quand même 13 ans, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, non, hier soir à la télé, Rosalinda a fait ça. Voilà. C'est l'influence de la télévision, série, carrément, sur les enfants. Mais du coup, ma question est maintenant vers le frère Nelson. Oui, la télévision, les réseaux sociaux, la sexualité, la libido vers 15-16 ans,
ce sont là des événements très présents dans la vie de l'adolescent. Comment les parents doivent-ils intervenir? En briguant les enfants, en leur disant « tu ne fais pas l'amour » ou en leur disant « tu te protèges en faisant l'amour ». Et laissez-moi répondre en faisant un retour par rapport aux différents stades de développement. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à chaque stade de développement, il y a une zone qu'on identifie comme zone érogène, qui est activée. On investit cette zone, mais cependant, on quitte cette phase de la vie pour aller dans un autre stade. À ce moment-là, il y a une sorte de frustration quand même qu'on rencontre. Parce qu'il y a une crise qu'on doit traverser. Le sevrage, par exemple, c'est la crise qu'on traverse au moment du stade oral. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? À chaque stade qu'on traverse, il y a des crises. Arrivé au stade de l'adolescence, c'est là que c'est très difficile, et pour les parents, et pour les adolescents eux-mêmes. Arrivé à la puberté, ça commence déjà très jeune, mais ça varie. À partir de 9-10 ans, l'enfant commence déjà, son corps commence à se développer. Les organes sexuels se mettent en place et les hormones responsables de la sexualité chez les adultes se mettent en place. Donc, l'enfant pubère est prêt pour la sexualité adulte. Donc, ce n'est plus la sexualité infantile inoffensive, sans gratification. Maintenant, là, c'est la sexualité adulte avec même le risque de procréer très jeune. Voilà. Alors, que doivent faire les parents? Les parents, malheureusement, la sexualité est encore un tabou dans notre société. On ne parle pas de sexualité, en effet. Les parents doivent comprendre qu'effectivement, la sexualité fait partie de la vie intégrante de la personne et que le parent doit trouver les mots qu'il faut pour parler sexualité avec les jeunes. Leur faire comprendre qu'est-ce que c'est et leur parler de comment on peut, comment on peut avoir accès à cette pratique et aussi la nécessité de prolonger le passage à l'acte. Mais est-ce que les parents doivent diaboliser l'acte sexuel en disant aux enfants « c'est pas bon, c'est sale, tu ne fais pas l'amour » ou en disant aux enfants « c'est normal, ça participe de ta construction comme individu, protège-toi ». C'est là le hic. Surtout dans notre mentalité, nous n'avons pas cette culture-là, cette éducation-là pour parler des choses qui font partie de la vie de la pédagogie sexuelle, carrément. Bien sûr, il y a une manière de le faire. On ne peut pas le faire de n'importe quelle façon. Donc c'est pour cela, d'ailleurs, nous écrivons pour aider les gens à savoir quels sont les mots qu'il faut, quelles sont les attitudes qu'il faut adopter par rapport à cela. Donc, par rapport à cela, la sexualité fait partie de la vie intégrante de la personne. Et c'est sûr qu'il y a des responsabilités qu'il faut prendre. Il faut d'abord commencer par responsabiliser les jeunes pour leur montrer que, bien sûr, la sexualité, ça fait partie de notre vie, mais poser un acte sexuel, ça a aussi des conséquences. Voilà. Ça a des conséquences sur des maladies qu'on peut contracter. Ça a des conséquences également sur une responsabilité en plus qui peut se produire avec la venue d'un enfant. Ouais. Donc, bien sûr, les gens... Bon. Donc, c'est ouvrir la carte des enjeux, dire aux enfants, voici les tenants, les aboutissants de la chose. Oui, mais... Si tu veux y aller, vas-y, mais si tu ne veux pas y aller, n'y va pas. Enfin, on ne va pas le dire, si tu veux y aller, vas-y. Je dis, c'est possible d'y aller, voici les conséquences, voici les responsabilités qu'on doit être prêt à assumer. Mais docteur Jacques, il faut laisser l'ultime décision à l'enfant. Non, mais il y a une chose qui arrive. Mais avant de vous laisser parler, mais je voulais terminer mon idée pour dire que plus on parle de cela à l'enfant, aux jeunes, plus le jeune comprend, plus il peut retarder le passage à l'acte. Ah, voilà, ça c'est important comme conseil à donner aux parents. N'ayez pas peur de parler de sexualité à vos enfants, ça va retarder le passage à l'acte. Allez-y, docteur Jacques. Moi, je pense qu'il faut éviter le chantage aussi. Parce qu'il ne s'agit pas de dire à la fille, si tu fais l'amour, tu peux tomber enceinte. Tes études, tu ne peux pas continuer tes études à l'école, etc. Ou bien dire au gars, fais attention, tu peux attraper des maladies. Ça, c'est des formes de chantage que les parents utilisent. Parce qu'il ne faut pas oublier que la sexualité, l'acte sexuel, la relation sexuelle, en tout cas pour moi, ça je l'assume personnellement, sont des besoins comme tous les besoins. Là, je l'assume aussi, docteur Jacques. Tous les besoins. Ça veut dire le besoin de manger, le besoin de boire à l'échelle de Maslow. Et le besoin de faire de l'amour, c'est un besoin comme tous les besoins.
Vital. Et l'enfant, c'est sûr que l'enfant, à un certain moment donné, si l'enfant a 2 ans, 3 ans, même jusqu'à 5, 6, 7 ans, il y a une forme de sexualité qui va se manifester chez l'enfant. Mais rendu à l'âge d'adolescence, eh bien l'enfant, il faut apprendre à l'enfant à prendre des responsabilités. Il faut apprendre à l'enfant à savoir, par exemple, qu'est-ce que ça peut entraîner si je ne me protège pas dans les relations avec une fille. Parce que c'est peut-être pas le temps d'avoir des enfants, c'est peut-être pas le temps aussi d'attraper des maladies. Ça, ça c'est quelque chose qui se fait graduellement. C'est pas au moment que l'enfant commence à utiliser, à combler ses besoins qu'il faut intervenir pour lui dire fais pas ça, si tu fais ça, regarde les conséquences. C'est vrai qu'il faut intervenir en amont. Moi, je n'ai pas d'enfant. Il faut d'enfant. toujours en amont. Je n'ai pas d'enfant, j'ai ma petite nièce que j'adore, qui a peut-être 15 ans, 15 ou 16 ans. Et j'avoue, quand Annabelle m'a dit j'ai un petit ami à 15 ans, ça m'a quand même fait un petit quelque chose. Ça fait. Bon, vous savez que c'est dans tous les pays, aussitôt qu'il s'agit des filles, on est beaucoup plus sensible. Les parents, nos grands-parents disaient que la fille, c'est une marchandise fragile, il faut faire attention. Mais alors, dans le temps moderne où nous sommes, dans certains pays, on ne fait pas de distinction. C'est sûr que pour les filles, les interventions vont être différentes. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, Frère Nelson l'a souligné tout à l'heure, que l'adolescence, c'est un âge très compliqué. Parce que c'est à cet âge-là que l'adolescent ou l'adolescente pose la question « qui suis-je » Et c'est l'âge de la révolte, de la contestation, de l'ordre établi. C'est à partir de cette question-là, qui suis-je? Alors l'adolescent ou bien l'adolescence cherche à savoir qui je vais devenir moi-même. Et qu'est-ce que mon corps peut me donner comme plaisir? Je ne veux plus être comme mon père, je ne veux plus être comme ma mère, mais moi, qui je vais devenir? Alors là, vous avez aussi signalé les différents types de parents qui existent. Vous avez cité un psychologue qui s'appelle Baumrein, qui est lui cité par Berger. Les différences entre les parents portent principalement sur 4 dimensions. Il y a les témoignages d'affection, de sensibilité, d'acceptation. Certains parents sont affectueux et il y a certains parents qui sont dans la communication bidirectionnelle ou unidirectionnelle. Il y a certains parents qui sont en attente, qui sont dans le contrôle de soi et d'autres parents qui varient quant à la façon dont ils encadrent leurs enfants. Ce qui fait que différents types, vous avez le style directif, le style autoritaire. Frère Nelson, on va voir rapidement les différents styles de parents. Comme ça, les adolescents qui suivent l'émission vont pouvoir situer leurs parents. Parce qu'ils doivent les connaître aussi. Connaître les parents également. Donc, le style de parent qu'on a traduit le style de l'adolescent qu'on est. Déjà, le style directif, qu'est-ce que c'est? Le style directif, c'est que c'est un parent qui prend toujours des initiatives, qui ne donne... Enfin, prendre des initiatives, c'est toujours bon, mais qui dirige tout, qui ne laisse pas... Refus du dialogue. Alors, c'est le parent qui dit, tu vas étudier la médecine. Justement, et puis qui ne laisse pas, qui ne rentre pas en dialogue avec le jeune pour laisser le jeune la possibilité d'exprimer lui-même ses attentes, ses besoins, pour qu'il participe à cette prise de disposition-là qu'on veut. Et on a aussi, docteur Jacques, le style de parent autoritaire. Là, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est clair, autoritaire. Le parent, c'est lui qui décide. Il dit, bon, tu vas faire ça. Mais je pense que ce n'est pas seulement à l'adolescence. D'ailleurs, à l'âge de 3-4 ans, l'enfant commence à prendre des initiatives. Il faut permettre, faciliter ce phénomène-là chez l'enfant, le fait de prendre des initiatives. Moi, je racontais aux parents comment mon petit garçon de 4 ans avait pris tous mes livres, il les a mis dans une baignoire et puis il les a lavés. Ah, c'était votre enfant? Oui. J'ai lu ce passage dans le livre. Oui, il les a lavés. Donc, ça veut dire que ça, c'est des initiatives. Mais c'est pour suivre maman, comme maman lave le linge. Comme maman lave le linge. Ça veut dire que c'est dès ces âges-là qu'il faut commencer à habituer l'enfant avec le dialogue. L'enfant va développer l'écoute aussi. Écouter les parents. Donc, le style de parent autoritaire c'est le parent qui n'accepte pas de dialogue. Voilà, le qui style... simplement intervient pour mettre des règles et tu appliques les règles et puis c'est fini. Et puis c'est fini. Sans explication. Il y a aussi, Frère Nelson, un type de jeunes adolescents qui sont toujours frustrés, en révolte, parce qu'ils sont écrasés par l'autorité parentale. C'est vrai. Et sur la formule d'être écrasé, ça me fait penser à Franck Etienne, il ne va pas être content. Et Franck un jour m'a dit, mais quand tu as un père comme Franck Etienne, j'écrase mes enfants. Alors, le style de parent permissif maintenant. Bon, le style de parent permissif, c'est le parent qui n'incarne pas l'autorité et qui laisse faire.
Et le laisser-faire dans l'éducation, c'est très dangereux pour le développement de la personne. Vous allez trouver qu'un jeune adolescent qui a un parent permissif, qui laisse tout faire, il n'a pas d'encadrement. Peut sombrer dans la drogue, la délinquance, la prostitution. Vous allez tout. Parce que le propre de l'adolescence, c'est d'affronter l'autorité, de provoquer. Cette autorité-là, le jeune doit le trouver d'abord à la maison. Et si cette autorité n'existe pas à la maison, eh bien, le jeune va affronter la police. On peut facilement retrouver ce jeune en prison. Maintenant, c'est là qu'il faut donner des conseils aux parents. Comment, face à un adolescent, incarner une autorité lorsqu'on sait que cette autorité sera nécessairement contestée? Mais ce qu'il faut comprendre, on attend un moment, Dr. Jacques, ce qu'il faut comprendre pour les parents des adolescents, c'est que ce n'est pas un âge facile. Et que le jeune veut prendre son autonomie. Bien sûr, il a la capacité d'être autonome. Mais il a besoin des parents, il a besoin que les parents continuent l'encadrement de manière à leur donner plus de responsabilités. Parce que ce qu'il faut comprendre, il faut responsabiliser les jeunes. Et puisqu'il y a responsabilité, il y a risque d'infraction. Enfin, on ne va pas parler d'infraction, mais de transgression. Et parce que peut-être que nous aurons le temps d'en parler dans l'émission, parce que lorsque le jeune transgresse, ça veut dire qu'il y a des règles établies. Le jeune doit connaître les règles. Et puisqu'on connaît les règles, maintenant on sait quand est-ce qu'on les transgresse. Et la transgression fait partie de la progression du jeune. La transgression... Maintenant, quelle attitude doit avoir le parent? La transgression maintenant qu'il y a transgression, l'éducation est structurante. Maintenant, c'est la réponse des parents qui va faire que cette transgression va contribuer à l'éducation de cet enfant. Et vous dites, attention, oui, il y a transgression de la règle établie, mais attention, pas de bâton. Pas de bâton. Mais il y a une chose qu'il faut souligner, on parle de l'adolescence, mais dans le livre, on en a parlé un petit peu, on a même cité Dodson, qui dit que tout se joue avant 6 ans. Ce n'est pas à l'adolescence qu'on commence à éduquer un enfant, c'est dès sa naissance. Et il faut que l'enfant soit inscrit dans un processus éducatif que le parent va observer tout le long de son développement. Un parent qui laisse faire à l'enfant dès sa naissance jusqu'à 8 ans, 9 ans, 10 ans, et puis maintenant, brusquement, à 15 ans, il veut intervenir pour mettre des règles. Parfois, il est trop tard. Et il y a aussi un style de parent que vous appelez le style désengagé. C'est presque pareil que le style permissif. Parce que, bon, c'est la même chose. Il est là, mais il ne prend pas ses responsabilités. Il n'exerce pas ce rôle d'autorité qui est son rôle dans la maison. Maintenant, quel style vous recommandez aux parents qui regardent maintenant cette émission? Il ne faut pas qu'il soit permissif, désengagé. Il ne faut pas qu'il soit autoritaire. Comment doit-il se tenir face à ses enfants? Il faut exercer face surtout à l'adolescent une autorité bienveillante. Une autorité bienveillante, c'est-à-dire c'est une autorité qui laisse de la place pour la négociation, pour le dialogue. Parce que les décisions se prennent en concertation. C'est là aussi la base de l'apprentissage de la démocratie. Apprendre le dialogue, apprendre à échanger, ça commence dans la famille. Et aussi dans les écoles, bien sûr, les écoles doivent s'organiser de manière à ce que les élèves participent dans les échanges. C'est vrai que la conversation est nécessaire. Moi, mon père, il a dû me battre 2 ou 3 fois sur quand même au moins 15 ans de vie commune. À chaque fois, il y avait en amont une conversation. Il m'expliquait, je vais te frapper parce que tu as été joué en face, tu n'aurais pas dû. Il y avait toujours une discussion toute intellectuelle avant. Puis moi, je me disais, restons intello, papa, me frappe pas quand même. Il dit, voilà, fini la phase de l'intello maintenant. Tu donnes l'exemple de ton père, moi je pourrais donner l'exemple de ma grand-mère, la mère de ma mère, qui était presque une pédagogue. Parce qu'elle, c'était toujours prévu. Si tu fais ça, voilà ce que tu vas avoir comme sanction. Tu vas avoir 3 coups de fouet, 4 coups de fouet. C'est toujours prévu. Donc ça veut dire, et la prévention, on en a parlé un peu dans le livre. Il faut que l'enfant sache à quoi s'attendre. Mais alors, il faudrait regarder aussi, j'ai parlé de Dodson, je ne sais pas si j'en ai parlé, on en a parlé dans le livre, qui dit que tout se joue avant 6 ans, en effet. Et je pense que l'éducation de l'enfant, comme je disais tout à l'heure, s'inscrit dans un processus. Il faudrait commencer ça, l'éducation de l'enfant, très tôt.
C'est comme le père qui habite en province, par exemple, et à chaque fois qu'il rentre, eh bien, la mère lui laisse un cahier de doléances et c'est lui qui va battre l'enfant. Il n'était même pas là. Hein? Et moi, je me souviens que le frère de l'institution chrétienne a fait venir, le directeur a fait venir mon père, il a demandé à mon père, Maurice a fait ci, il a fait ça, vous allez le battre. Mon père lui a dit, écoutez, cher frère, moi je ne peux pas le battre, il m'a rien fait. Hein? C'est à vous de régler ça à l'école. Mon père a refusé. Carrément, ça c'était une bonne figure du père. Et je vais lire ce petit passage, nous sommes sur la fin de l'entretien malheureusement, sur la fessée, comme par hasard. La fessée, ce que les parents doivent savoir, est un aveu de faiblesse. Le parent montre qu'il n'a pas su se maîtriser, ce qui le dévalorise aux yeux de son enfant. L'adulte laisse entendre que frapper est le seul moyen de mettre un terme à un conflit, règle que l'enfant risque d'appliquer à son tour en optant pour des comportements violents. Voici donc, à mon avis, le nerf de la guerre, le nerf névralgique de ce livre. C'est un aveu de faiblesse parce que le parent frappe parce que l'enfant n'est pas en capacité de réponse. Oui, j'ai même parlé tout à l'heure de manque de créativité aussi. Un déficit de créativité. Quand tu frappes une gamine qui a 7 ans, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, comme on est en fin d'émission, il faut faire vite pour dire que tout le processus éducationnel va avancer avec une action, une conséquence. La responsabilité. Le jeune, l'enfant doit comprendre que chaque action a une conséquence et il faut être prêt pour assumer la responsabilité, la conséquence de cette action-là. Lorsque le jeune enfreint une règle, face à la transgression, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire 3 choses. La première chose, il faut que la règle qui a été bafouée soit connue. Tu es dans une école, on doit connaître ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Tu es dans une famille, on doit savoir quelles sont les limites qu'il ne faut pas dépasser. Donc, les limites doivent être connues. Dans la société, on vous dit, nul n'est censé ignorer la loi. La deuxième chose, il faut faire prendre conscience de la transgression. Tu as fait telle chose, tu ne devrais pas, ça signifie telle chose que tu n'avais pas compris peut-être, mais cependant, ça a telle conséquence. Et la conséquence de ça, il faut faire participer le jeune, surtout un adolescent, il est en mesure de comprendre la conséquence de son action et de participer à la réparation. Qu'est-ce que tu vas faire pour réparer ce que tu as commis? Avant la fin de l'émission. Pour terminer, laissez-moi dire, il est bon pour les parents d'être assez fermes sur la transgression des règles, mais aussi de réprimander avec beaucoup de bienveillance les maladresses, parce qu'il ne faut pas mélanger les deux. Absolument. Parce qu'on n'en a pas parlé de l'usage des punitions du bâton à l'école. Et moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est qui m'a surpris, c'est de voir le professeur qui frappe un élève qui ne comprend pas. Ou bien un élève qui fait mal un devoir. C'est un marqueur de la médiocrité du prof. C'est ça, parce qu'en somme, si l'élève ne comprend pas, c'est toi qui n'as pas su lui inculquer le savoir par la bonne méthode. C'est le refus de mettre en question sa propre pédagogie. Son enseignement. Ou bien, à la maison, le parent qui est obligé d'utiliser le bâton pour faire étudier son enfant. Et ça, c'est la meilleure façon d'amener chez l'enfant la haine, des études. Des études et de l'école, le rejet de l'école et des études en même temps. Ça, c'est important de souligner ça parce que jusqu'à maintenant, dans les écoles, on frappe encore les enfants. Dans certaines écoles, c'est dommage. Même si la direction dit, écoute, c'est interdit de frapper les enfants, mais en cachette. Le professeur a toujours ce qu'on appelle rigoise à l'intérieur. Moi, j'ai travaillé au collège Georges Marc. Je ne comprenais toujours pas pourquoi le directeur du collège Georges Marc avait une rigoise. Je ne comprenais pas du tout. Bon, du coup, c'était sa façon d'éduquer. C'est une recommandation qu'on donne maintenant à tous les téléspectateurs, à toutes les téléspectatrices de cette émission pour une éducation sans bâton, mesdames et messieurs. Il y a des voies alternatives. Il faut faire acte de créativité. Tout ça, c'est sous le label de C'est Toi Édition. Ce fut un plaisir, messieurs. Tout le plaisir a été pour nous. Voilà. C'était toute une conversation. Il y avait beaucoup de marqueurs, mais malheureusement, je n'ai pas pu tout voir parce que le temps n'est pas un garçon très gentil. On devrait parler de la semaine prochaine. Oui, très rapidement, au Collège canado-haïtien, il va se passer quelque chose en effet. Donc, d'ailleurs, vous faites partie. Je suis intervenant mardi prochain. Mardi prochain, c'est la semaine. Canado, j'arrive. C'est la semaine culturelle au Collège canado-haïtien.
Donc, cette semaine culturelle consiste à attirer l'attention des jeunes sur la profondeur ou bien la valeur de notre culture pour aider les jeunes à intégrer et à aimer leur propre culture parce que nous croyons et nous pensons fermement que le développement du pays passe par la culture. Et que si nous apprenons à valoriser notre culture, si nous apprenons à valoriser nos productions artistiques, etc., nous allons arriver à une autre société avec un pays où les Haïtiens eux-mêmes auront une meilleure estime d'eux-mêmes et aussi de leur propre pays. Alors pour ce faire, nous avons une pléiade d'invités dont vous-même, vous allez inciter les jeunes à la lecture. Ouais. Mais aussi, nous aurons des œuvres d'art qui seront exposées. Durant toute la semaine, il y aura des conférences, il y aura des prestations artistiques. Et mardi, ça va être une journée du livre au Canada. Ouais. Et cette journée du livre est ouverte au grand public. Alors, nous invitons les écoles qui sont dans la zone les écoles qui sont dans la zone à venir après le renvoi de leur école. Ils peuvent passer, voir nos expositions, se procurer un livre, etc. Absolument. Parce que vous avez dit tout à l'heure dans l'émission que personne ne va mourir le fait que... D'être cultivé. Donc c'est une bonne formule, c'est bien trouvé. Et je pense que c'est trop négligé maintenant, la culture, la lecture, l'apprentissage. Les jeunes sont démotivés pour la plupart qui disent que bon, dans le pays, ça n'a pas besoin de l'école. Il y a des gens qui dirigent nous, qui sont pensés à l'école, on n'a pas besoin de l'école pour réussir. C'est que son page, et dans chaque évolution nous gagnons dans la société, il y a une tranche d'histoire qui nous traverse. Son étape dans l'histoire, nous jeunes, il n'y a pas être comme ça. Donc, il faut que nous penser bagaille autrement pour nous dire que ce n'est pas parce que le conseil il doit être comme ça. Parce que s'il était comme ça, il était bon, pays nous on tape plus loin. Et c'est parce que il n'est pas bon qui fait que le pays nous n'a pas décollé. Absolument. Alors, on nous forme nous pour nous capables de décoller. Pour nous apprendre à aimer pays nous, aimer sac dans le pays nous. Et bien nous-mêmes pour nous cultiver tête nous. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes ne se rapprochent pas trop de la culture. C'est vrai que la culture de la facilité occupe toute la place. Toute la place. Docteur Jacques, mes salutations à toi et à ta fille. Oui, merci. C'est pour te taquiner que je te dis ça. Oui, je vais lui transmettre ce message. J'espère la recroiser un soir au Yanvalou. Oui, certainement. Et qu'on va parler d'autisme. Elle est spécialiste de l'autisme. Frère Nelson, au plaisir. Je vous resalue. Tout le plaisir. Les poignées de main ne tuent pas non plus. Hein. Voilà. Mesdames et messieurs, pour une éducation sans bâton, publié chez C'est Toi Édition, c'est définitivement un livre révolutionnaire, un livre qui va proposer un chambardement de paradigme sur la façon d'élever les enfants, d'éduquer vos adolescents. Tout ça se passe chez C'est Toi Édition. Allez, troisième respiration, place ensuite à la rubrique Temps Science avec Maître Volmar. Nous sommes présentement dans la rubrique Temps Science. L'idée, c'est donc parler de science très rapidement à chaque sortie de cette émission. Aujourd'hui, le thème m'a été proposé par mon invité, Maître Volmar, Philippe Junior Volmar. Tout ce qui brille n'est pas étoile. On a tendance justement, en regardant la Voie lactée, en regardant le ciel, à penser que tout ce qui brille nécessairement était étoile. Maître Volmar, comment ça va? Eh bien, je me porte bien. Il y a beaucoup d'étoiles dans ta vie? Ah, énormément. Tout ce qui brille n'est pas étoile, Maître Volmar. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le ciel qui brille, à part les étoiles? Bon, et il y a beaucoup de choses qui brillent dans le ciel. Par exemple, il y a les planètes, ils brillent aussi. Et il y a les satellites que l'on envoie dans l'espace, les satellites artificiels. Il y a la Lune qui brille aussi, même si la Lune reflète la lumière du Soleil. Et il y a des galaxies de très rares, par exemple la galaxie dans laquelle nous nous trouvons, la galaxie La Voie lactée, a deux satellites, et deux galaxies satellites. Parce qu'il y a aussi des galaxies qui tournent autour d'autres galaxies. C'est compliqué ça. Et c'est le petit et le grand nuage de Magellan qu'on peut voir à l'œil nu. Il y a aussi la galaxie d'Andromède qui est la galaxie la plus proche de notre galaxie, la Voie lactée. Alors, lorsqu'on dit la plus proche, ça prend des milliards d'années pour aller dessus quand même. Hein? Oh, bon, dire des milliards d'années, il faudrait d'abord se dire à quelle vitesse. Parce que la lumière qui va plus vite prend 2 millions ou environ 2 millions ou plus d'années pour se rendre à la Voie lactée, enfin, pour se rendre sur Andromède. Donc, Andromède est à 2
environ à 2 millions d'années-lumière de nous. Donc, et si on y va à la vitesse la plus rapide des mobiles que nous avons sur Terre, bon, ça nous prendrait peut-être l'éternité. Définitivement. Alors, oui, tout ce qui brille dans le ciel n'est pas étoile, mais Maître Volmar, pourquoi est-ce qu'une étoile brille? L'étoile brille, c'est parce que déjà, il y a une réaction thermonucléaire qui se produit en son sein, dans son cœur, et ça produit de l'énergie. Et cette énergie se diffuse sur diverses formes de la chaleur et de la lumière. Et la lumière, ce sont des photons, ce sont des particules d'énergie que la lumière, que le soleil envoie. En fait, le soleil n'envoie pas seulement cette lumière que nous voyons, c'est ce qu'on appelle sur le champ électromagnétique la lumière visible. Donc, cette lumière que nous pouvons voir, mais le soleil brille de 1000 feux, comme on pourrait dire. Ouais. Le soleil brille dans le micro-ondes, le soleil brille dans l'infrarouge, il brille dans l'ultraviolet, il brille dans les rayons gamma. Donc, ce sont d'autres façons de voir qui nous sont invisibles puisque nous ne voyons pas au-delà de cette couleur que nous appelons généralement. Alors là, cette question sera bête, mais pourquoi est-ce que les étoiles ne brillent que la nuit? Les étoiles ne brillent que la nuit parce qu'il y a une étoile qui nous empêche de les voir. C'est le soleil. La lumière du soleil est beaucoup trop forte par rapport à notre distance. On est à quelque chose comme 8 minutes lumière du soleil. Donc, cette lumière est tellement forte qu'elle nous empêche de voir les autres étoiles. Au fait, tu es en train de dire qu'en journée, les étoiles n'arrêtent pas de briller. Non, pas du tout. La preuve en est bien grande. En cas d'éclipse totale, on voit les étoiles et au moment même où l'éclipse devient totale. Parce que la luminosité du soleil est complètement, disons presque nulle. Donc, on arrive à voir les étoiles briller autour du soleil. Ouais. Et c'est parce que c'est possible qu'on a pu vérifier cette affaire de lentille gravitationnelle prévue par Albert Einstein dans sa théorie de la relativité générale, qui dit que s'il y a un astre derrière le Soleil, on ne peut pas le voir, puisque le Soleil déjà nous empêche de voir l'astre. Mais au cours d'une éclipse, on arrive à voir les étoiles qui sont exactement derrière le Soleil, parce que la lumière passe au-dessus du Soleil à cause du fait que le Soleil plie l'espace. Ouais. Alors là, ce que tu me dis qui a retenu mon attention également, les planètes également brillent. Évidemment, parce que ce qui fait que la Lune brille, par exemple, c'est le fait que la Lune reflète la lumière du Soleil. C'est pour cela que ça change de forme. Ce que nous voyons, c'est cette partie de la Lune, parce que dans le premier quartier, par exemple, c'est que la Lune est brillée d'un côté. L'autre côté est de la nuit. Donc ça arrive aussi quand on est sur Terre. Si on était sur la Lune, on aurait vu la Terre briller. Il y a aussi des pleines terres. Au fait, les planètes en elles-mêmes ne brillent pas. Non, elles reflètent la lumière du Soleil. Et on ne peut pas voir toutes les planètes, c'est lié à la distance. Par exemple, on arrive à voir Vénus au début de la journée, enfin au petit matin. Attends, de la Terre étant, on peut voir Vénus? Sinon, on ne les aurait pas appelées des planètes. On les a appelées planètes parce que lorsqu'on s'est mis à observer le ciel, on a remarqué que tous ces petits points lumineux étaient fixes, mais il y en a certains qui bougent. Donc, planète, ça veut dire des astres errants. Ouais. Donc, voilà pourquoi on les appelle planètes. Et pour les satellites, pourquoi ça brille? Les satellites brillent pour la même raison. Ils reflètent la lumière du Soleil. Donc, ce n'est pas nos scientifiques qui ont installé des dispositifs luminescents dessus? Non, non, pas du tout. Donc, pas du tout. Et les seuls astres qui produisent leur propre lumière, ce sont les étoiles. Ce qui fait que nous parlons d'étoiles visibles. Absolument. Parce que, il y a des étoiles invisibles à l'œil nu ou invisibles? Alors, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, il y a les trous noirs qui n'émettent pas de lumière. Mais il y a des astres qui émettent des lumières, mais qu'on ne peut pas voir parce que ces lumières ne sont pas des lumières visibles. Le corps humain produit une lumière. Et cette lumière, c'est dans l'infrarouge. Voilà pourquoi on peut voir un être humain avec des caméras d'infrarouge dans la nuit. Ouais. Mais, Maître Volmar, est-ce que, vu l'état de la science présentement, vu l'état de nos progrès en astronomie, est-ce qu'on pourrait envoyer des équipes sur des étoiles pour étudier la production de l'énergie, par exemple, et penser à transférer cette forme de connaissance sur Terre pour fabriquer de l'énergie? Bon. On en est mais vraiment très loin. Parce que on a envoyé une sonde, et c'est la sonde Voyager 1 qui a déjà laissé la dernière planète, Neptune, et même Pluton. Il est assez loin, mais vraiment très loin, mais c'est par rapport à nous, êtres humains. À l'échelle du système solaire, eh bien, Voyager 1 est encore à l'intérieur du système solaire.
avec les vitesses actuelles que nous avons, ça nous prendrait environ 10 000 ou 20 000 ans pour se rendre à l'étoile la plus proche. Définitivement. On a encore des progrès à faire. Beaucoup de merci, Maître Volmar. Merci d'accepter et d'animer cette rubrique Temps Science. Un avocat en jaquette, c'est déjà ça. Hein? Ah oui, c'est déjà ça. Mesdames et messieurs, c'était donc Délivrez-vous. On a parlé d'éducation sans bâton avec Maurice Jacques et Augustin Nelson. Merci à mes deux précédents invités. Merci encore une fois à Maître Volmar et merci à tout le staff technique de la télévision qui s'est mobilisé pour que cette émission soit sur vos écrans. Ça prend beaucoup d'acteurs, ça prend beaucoup d'énergie et je remercie très sincèrement tout le staff qui m'accompagne. Mesdames et messieurs, restez dans le gadon bonheur. On n'a jamais vu quelqu'un mourir parce qu'il était intelligent. Dans le monde, il doit y avoir deux êtres, des livres et vous.